7h38 sur la première, des journalistes espionnés, leurs ordinateurs visités par un hacker, un fonctionnaire des services de renseignement de la Confédération impliqué. L'affaire Dominique Giroud a pris hier une tournure supplémentaire, voire même un peu cinématographique. On a l'impression d'être dans une série TV. L'encaveur valaisan voulait tout savoir des journalistes qui enquêtaient sur ses affaires à lui. Il a donc mandaté détective privé, spécialiste du piratage informatique pour parvenir à ses fins. On va voir ce qu'implique ce genre d'affaires avec vous, Alexis Roussel. Bonjour. Bonjour. Merci d'être notre invité jusqu'à 8h, président du parti Pirate Suisse. Alors, il y a un an, on était exactement en pleine affaire Snowden. C'était de l'espionnage planétaire. Là, c'est l'affaire Giroud. C'est pas planétaire, c'est un peu plus local, c'est un peu plus ciblé. Reste que ce qu'il a fait avec ses complices vous étonne que ce soit possible? Non, ça ne m'étonne pas du tout. C'est dans toutes les affaires, même, on va dire, conjugales. Dès que vous avez quelqu'un qui veut savoir des informations sur quelqu'un d'autre, aujourd'hui, on cible principalement les ordinateurs, les téléphones, parce qu'en fait, toute notre vie se trouve là-dedans. Donc, c'est l'endroit où on a le plus d'outils pour ensuite faire pression ou comprendre la personne. Donc, c'est pas du tout étonnant. Dans les seuls aspects qui pourrait être étonnant si c'est effectivement confirmé, c'est que mais il y a un agent de la SRC qui est participé à ça. Ça veut dire que M. Giroud aurait, on est toujours pour l'instant dans une procédure, mais aurait des connexions suffisamment importantes pour pouvoir engager ce genre de personnes-là. Voilà, ça c'est vraiment particulier. Mais sinon, faire appel à un détective privé et peut-être un hacker, ça dépend des moyens que l'on a à disposition. Mais les outils sont à disposition. Les outils sont disponibles sur le réseau et on peut même imaginer par exemple déjà des outils comme ce petit ours avec une caméra dedans qui permet de surveiller à l'intérieur de chez soi que quelqu'un d'autre de la famille ou ne fasse pas certaines des bêtises. Voilà, ce genre d'approche est très courant aujourd'hui. Alors, les outils sont à disposition sur le net, vous voulez dire quoi? C'est-à-dire que les logiciels pour pirater l'ordinateur d'autrui sont à disposition, on peut les télécharger chez nous et puis pirater à partir de là, c'est aussi simple que ça? C'est aussi simple que ça. En termes d'accessibilité, oui. Après, il faut avoir quand même certaines compétences pour les utiliser. Oui, parce que M. Giroud, a priori présumé coupable de ça, a quand même eu besoin, et vous l'avez rappelé, d'un détective privé, d'un hacker, de quelqu'un qui travaille au service de renseignement, donc il n'a pas pu faire ça tout seul. Vous savez que les gens se rendent compte quand même que quand on attaque quelque chose de très très sensible, en plus là, si la cible en plus ce sont des journalistes, il y a non seulement l'infraction d'accéder à des disques durs de personnes, mais en plus d'atteindre au secret de journalistes. On n'aime pas faire ça soi-même, ce serait trop visible si on n'a pas forcément toutes les compétences nécessaires. Donc c'est beaucoup plus facile de le faire par d'autres personnes. Mais clairement, je vous repose la question basique, si moi je veux pirater l'ordinateur de quelqu'un en téléchargeant un logiciel, est-ce que je peux le faire avec quelques compétences et en ayant travaillé quelques heures pour comprendre comment ça fonctionne? Est-ce qu'on peut faire ça? Oui, vous pouvez le faire. Alors, surtout, ce qui est le plus gros problème, c'est que la population ne sait pas se protéger de manière générale. Donc, on utilise des mots de passe, le nom de notre chien, ou alors AZERTY ou QWERTZ en fonction des claviers que l'on a, ou 1, 2, 3, 4. Ce sont les mots de passe les plus utilisés. Donc, ce genre de choses-là, et ce sont les premières faiblesses. Pirater un ordinateur ou utiliser ce genre d'outils, ça va aussi en conjonction avec ce qu'on appelle un peu du social engineering, où on va faire une enquête un petit peu sur la personne. C'est pour ça que vous avez besoin du détective en même temps que le hacker, où vous allez peut-être faire les poubelles de la personne pour découvrir quel est son mot de passe ou des informations que la personne jetterait. Donc non, les gens ne font pas du tout attention à cela, et il y a besoin effectivement d'une augmentation des compétences en termes d'éducation, de cours, de comment gérer ses ordinateurs, sa vie numérique, mais aussi un endroit vers lequel les gens peuvent se retourner en termes de compétences de protection aussi, au niveau de la police, si on a un problème, si on fait face à un problème, ou alors si on a des questions par rapport à sa protection, qu'on ait des gens compétents vers qui se tourner. Aujourd'hui, on entend parler des hackerspace, on entend parler des crypto-parties, qui sont des initiatives individuelles de groupes de hackers, de gens qui s'y connaissent vraiment bien et qui essayent d'offrir ces compétences-là à la population, mais il n'y a pas encore d'effort de la société et
des autorités. Alexis Roussel, président du Parti Pirate, quelle est la position du Parti Pirate sur cette thématique? Parce qu'au fond, vous aimeriez que le net soit transparent, ouvert à tous, et là, force est de reconnaître qu'il l'est un peu trop transparent si on peut aller piquer les informations d'un journaliste. C'est pas un peu délicat de se prononcer sur un cas comme ça pour vous? Il faut une différence entre ce que l'on veut et la réalité. Nous, ce que l'on... Où doit-on mettre la barrière, en fait? C'est ça la question. Ce que l'on dit, la première chose, c'est qu'il faut reconnaître la transparence du réseau. C'est la première chose. Ouais. Et la transparence du réseau, elle existe. Hein. On ne peut pas lutter contre. Quand vous avez des Wikileaks ou des affaires Snowden qui apparaissent, c'est qu'à un moment donné, l'information, on sait comment elle fonctionne, elle est comme de l'eau, elle veut être libre, et elle aura toujours tendance à être copiée et à sortir de son environnement, soit par un humain, soit par une machine. Donc la fuite est humaine et technologique, donc il faut mettre moins d'informations dans son ordinateur, c'est ça la leçon à tirer. Donc pour un État, pour une structure d'État, il faut reconnaître ce fait-là et il faut organiser sa transparence. Il faut absolument mettre en place des structures, ce qu'on appelle de l'open data, où en fait vous sortez des informations de manière systématique vers la population et utiliser les outils qui sont les autorités qu'on a en place aujourd'hui, comme par exemple la protection des données et à la transparence, le préposé. Chaque canton dispose d'un outil comme ça, sauf le Valais actuellement, ce qui est d'ailleurs très intéressant par rapport à ce contexte de transparence en Valais, c'est que justement ce poste est disponible, n'est pas pourvu et les conditions pour le pourvoir sont très très particulières dans le canton du Valais. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Qu'est-ce que ça cacherait, Alexis Roussel, cette histoire valaisanne par rapport aux surveillants des données? Non, mais on a l'impression que on fait face, mais c'est pas le seul canton et c'est pas le seul pays ou autorité qui agit comme ça, mais on fait face à un canton qui a un petit peu du mal à vouloir faire cette transition vers plus de transparence et donc il y a pas mal de bâtons dans les roues qui sont mis pour les outils qui seraient un petit peu plus efficaces et obliger qu'un préposé cantonal à la protection des données ne fonctionne qu'avec un budget de 100 000 francs, secrétariat, bureau compris. Dans l'annonce, il indiquait qu'il doit fournir lui-même son bureau et son secrétariat. Pour une charge de l'État de ce niveau-là, c'est juste impossible. Là, on parle des administrations publiques, etc. Bon, dans le cas de l'affaire Giraud, ce sont des journalistes qui ont été espionnés, et aussi des journalistes de la RTS. Là, pour le journaliste, c'est à vous entendre, moi j'ai envie de dire, il faut qu'il arrête avec l'ordinateur, qu'il consigne tout ça dans des carnets de notes à spirale. Ça, c'est beaucoup plus sûr, non? Non, alors pas du tout. Il a accédé à des outils de communication qui sont fantastiques et il a beaucoup plus d'impact dans son travail avec ces outils-là. Donc il doit continuer à les utiliser. Mais c'est source, il doit les consigner où? Il doit se protéger. Il y a beaucoup de logiciels qui existent. Il y a beaucoup de solutions qui existent simples pour se protéger. Et c'est pour ça que dans les pays où la démocratie n'est pas aussi avancée qu'en Europe. Nombre sont dans les partis pirates et puis dans les mouvements hackers aident. La première chose qu'ils font en fait, c'est qu'ils aident les journalistes à se protéger, à utiliser soit des VPN, soit à chiffrer leurs données dans des volumes TrueCrypt et ainsi de suite. Des VPN, juste traduction. VPN, ce sont des tunnels sécurisés pour pouvoir passer en fait dans un autre pays sans qu'on puisse lire les communications et ensuite accéder à Internet ou communiquer ces informations sans que l'État dans lequel on est puisse les surveiller. Et puis donc il y a des moyens de chiffrer ces communications, de chiffrer ces documents, de se protéger, d'avoir des bons mots de passe, une bonne gestion de son environnement, à la fois ordinateur, à la fois téléphone. Mais tout ça s'apprend, c'est pas quelque chose qui est inné et il y a un gros travail à faire évidemment. Alors il y a un autre aspect aussi qui est un aspect plus politique, c'est effectivement cet ordinateur-là, aujourd'hui, il a une place un peu différente dans notre vie. Il y a tout dessus. C'est aussi un espace en fait dans lequel on a des émotions. Quand on perd notre ordinateur, ou notre téléphone, on a comme un vide. Hein. Alors ça peut être d'un point de vue psychologique pas forcément une bonne chose, mais c'est comme ça que beaucoup d'entre nous le ressentent. Et donc aujourd'hui, on se rend compte que c'est finalement une extension de nous. Donc ça fait partie de nous, ça fait partie de notre individu, de notre
notre intégrité finalement numérique. Et aujourd'hui, c'est pas reconnu. Ces données-là ne nous appartiennent pas. Elles appartiennent à l'opérateur. Elles appartiennent à quelqu'un d'autre. Et il faut qu'on se réapproprie ces données-là. Ce qui permettra après d'avoir un système de justice qui va reconnaître que ces données nous appartiennent et qui va les protéger. Donc dans cette affaire-là, vous allez avoir des personnes qui sont soupçonnées d'accession à un système informatique. Alors, les peines sont assez fortes. 5 ans, hein, on a 5 ans, exactement. Mais il n'y a pas d'atteinte à la personne derrière. Il n'y a pas de loi qui traite de la propriété des données numériques des individus encore. Non. Ça n'existe pas. Il en faudrait une. Il en faudrait une, absolument, parce qu'aujourd'hui, on fait ce qu'on veut. Moi, je peux copier vos données, connaître tout sur vous et faire de l'analyse comportementale, augmenter vos données et puis vous les revendre à quelqu'un d'autre sans que vous le sachiez. Ouais. Il faudrait une loi. Et que fait le politique? Enfin, au fond, vous êtes politique aussi. Vous travaillez dans ce sens-là, Alexis Roussel? La première chose qu'on fait, c'est qu'on essaye de mettre le point sur déjà ce qu'il ne faut pas faire. La première chose, on est déjà en cours en Suisse à essayer de mettre en place une loi sur la surveillance. Et la loi sur la surveillance, c'est justement la négation complète de l'individu de l'individu numérique, de cette intégrité numérique, parce qu'on veut mettre en place en Suisse exactement ce que un peu les Américains ont fait, une surveillance généralisée, massive, de l'ensemble de la population et préemptive, c'est-à-dire qu'elle se fait avant même que vous soyez coupable. Alors, la seule différence avec les États-Unis, c'est que nous, l'accès aux données sera ordonné par un juge. C'est ce qui permet aux gens de se donner bonne conscience, de mettre en place cette sécurité, ce traçage de toutes nos activités téléphoniques et sur Internet. Mais ça, en fait, c'est ne pas reconnaître que justement, avant d'essayer de surveiller et de considérer comme tout le monde comme coupable, il faudrait peut-être reconnaître que sur Internet, ce sont des gens qui circulent, qui discutent, qui font du commerce, et que ces gens-là, il faudra d'abord les protéger. Et une fois qu'on les protège, on pourra essayer d'organiser les choses un peu différemment. Voilà. Donc, on s'est lancé aujourd'hui dans un processus, puisque cette loi sur la surveillance des postes et télécommunications est en cours de validation. Alors, a été acceptée au Conseil des États, maintenant passe au Conseil national. On a fait une manifestation le 31 mai qui a eu un certain succès à Berne, puisqu'on a eu 400 personnes sur la place fédérale, avec une coalition de l'ensemble des partis jeunes qui était poussée par le parti pirate. Et puis, on prépare le référendum si cette loi passe au Conseil national. Aujourd'hui, on fait du lobbying auprès de certains conseils nationaux pour voir si certes les aspects problématiques dans la loi pourront changer et si le référendum est accepté. Après, l'idée, c'est justement de travailler sur éviter que ces lois de surveillance puissent revenir en Suisse et mettre en place vraiment une protection de l'individu, une reconnaissance de cet individu numérique dans notre pays.